Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire donc dédié à la présentation de la solution de réalité augmentée Delmia Augmented Experience. Donc notre webinaire va démarrer dans quelques instants. Nous vous remercions pour votre présence, votre intérêt pour cette solution également. Pendant que nous attendons l'arrivée de l'ensemble des participants, nous vous invitons à vérifier que votre audio fonctionne correctement. Donc, merci de m'indiquer juste un oui, en fait, vous avez un onglet questions, mettre juste un petit oui pour me dire que vous m'entendez bien. Voilà, donc pour des raisons de confort, on a coupé vos micros, hein, vous êtes nombreux, donc c'est pour éviter que nous ayons des dysfonctionnements. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser par écrit en cours de la présentation ou à la fin de cette présentation. Donc, il y a une session de questions-réponses, donc toujours en utilisant l'onglet questions qui est dans votre panneau de contrôle. Voilà, donc on va bientôt démarrer cette session qui sera présentée par Sébastien et Sylvain. Je les laisserai se présenter. Voilà, d'ici une petite minute, le temps que les dernières personnes se connectent. Merci Gilles, notre hôte de webinaire. Notre géo du webinaire, le gentil organisateur. Allez, on se laisse encore une minute. Voilà, je vous laisse la main après. Merci Gilles. Allez, encore une petite minute. Le temps pour chacun de couper le Outlook, le téléphone, d'être concentré sur notre présentation. Merci encore de nous avoir rejoints. Très bien, on va commencer par respect pour les personnes qui sont à l'heure. Merci Gilles pour l'introduction. Donc, je me présente. Bonjour à tous, Sébastien Desbois. Je suis en charge de la partie commerciale sur la France des produits Delmia de Dassault Systèmes, dont fait partie Delmia Augmented Experience qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et je vais laisser Sylvain se présenter, qui sera aux manettes tout au long de cette présentation. Donc, bonjour, je m'appelle Sylvain Delassus, je suis chef de projet formation chez Visiative et expert sur les solutions de réalité virtuelle et de réalité augmentée. J'aurai le plaisir d'animer cette session de présentation autour des solutions de réalité augmentée aujourd'hui. Merci Sylvain. Alors, je vais prendre la parole quelques minutes pour vous rappeler ce que fait Visiative aujourd'hui. Sylvain, si tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît. Visiative, donc vraiment, notre mot d'ordre, c'est de partager les informations avec nos clients, avec les industriels, de manière à faire du partage d'expérience et de mettre une synergie entre les industriels entre eux, entre Visiative et ses industriels, en vous montrant des solutions qui peuvent répondre à des cas d'usage, à des cas d'application. Donc, c'est vraiment l'intérêt de ce type de webinaire. Nous, Visiative, nous faisons partie du groupe SNEF depuis 1 an maintenant. Donc, le groupe SNEF, je vous laisse prendre connaissance des chiffres, et Visiative, de manière plus synthétique, nous sommes 1500 collaborateurs sur 14 pays. Nous existons depuis 38 ans. Et vraiment, notre mot d'ordre, c'est d'accompagner les industriels autour des solutions digitales. Donc, je vais te laisser mettre la slide suivante, s'il te plaît. Voilà, réintégrer l'innovation au cœur de votre organisation, c'est comment aujourd'hui travailler avec les directions générales, avec les directions informatiques pour mettre les outils digitaux et accompagner l'entreprise dans ce qu'on appelle depuis maintenant quelques années la transformation digitale. Donc là, on est vraiment un acteur à la fois sur le conseil, sur la mise en place de solutions et aussi sur le partage entre pairs ou alors le partage tout simplement de nouvelles solutions comme on le fait aujourd'hui pour vous expliquer la réalité augmentée avec Delmia Augmented Experience. Toujours un mot d'ordre, et ce sera la conclusion de ma présentation, mon introduction, pardon. Toujours mettre la data au centre des sujets et d'avoir cette unicité d'information, d'éviter de dupliquer l'information à droite à gauche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va toujours parler de la data 3D, dans le webinaire d'aujourd'hui, puisqu'on va s'appuyer sur ce qui est généré par le bureau d'études pour venir faire de l'aide au montage ou du contrôle qualité grâce à des fonctions de réalité augmentée. Je vais donc laisser Sylvain prendre la suite sur la partie technique
et j'accompagnerai Sylvain sur les différentes questions que vous pourriez avoir tout au long de ce webinaire et qui nous seront posées par l'intermédiaire de Gilles. Merci à tous. Très bien. Eh bien, merci Sébastien pour cette introduction, cette présentation de Visiative. Avant de rentrer tout à fait dans le vif du sujet sur la présentation d'un outil, je voudrais simplement revenir un petit peu sur l'historique pour savoir un peu d'où on part et pour voir justement à la fin où est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui. Alors, c'est juste petite question comme ça, même s'il n'y a pas le son, vous pouvez vous poser la question et essayer d'y répondre comme ça. Est-ce que vous avez une idée de quand on a commencé, de quelle période on a commencé à parler de réalité augmentée ou de premières expériences de virtualisation? Je pense que je ne peux pas répondre. Non, tu ne peux pas répondre. Alors, en fait, ça date des années fin des années 50, où on avait commencé à vouloir virtualiser un peu les sens avec une grosse machine qui s'appelait le Sensorama, qui simulait une visite virtuelle dans un bois. Le siège bougeait, il y avait une image, il y avait des odeurs, des effluves de bois. Enfin, bref, on était en train de tester la virtualisation de sens, d'un certain nombre de sens, la vue, l'odorat et le toucher. Dans les années 70, on est quand même passé à un système qui semble un peu plus petit parce que là, vous n'en voyez qu'un bout, mais au-dessus de la tête de la personne, là, il y a un bras avec tout un tas de composants. En gros, le visiocasque d'Ivan Sutherland et de Daniel Vickers, c'était deux écrans qui affichaient des images qui en fait venaient enrichir ce que la personne pouvait voir devant elle. Donc on commençait vraiment à avoir ce qu'on verra bien des années plus tard avec Terminator et la vision du Terminator, où on a une vision qui commence à être un peu augmentée, si vous préférez. Donc c'était déjà les prémices. Et puis ça s'est affiné avec les iTap de Stillman dans les années début des années 80, enfin fin des années 70, début des années 80, où là on avait carrément une caméra qui allait filmer des informations et qui complétait vraiment ces informations en fonction de ce qui était filmé. C'était affiché sur un petit écran de retour. Donc, c'était pas très industrialisable, mais en attendant, c'était vraiment, là pour le coup, la première réalité augmentée aboutie. Et puis, dans les années 90, là on fait un bond, on a eu un système qui s'appelle Virtual Fixture de Louis Rosenberg et qui en fait permettait d'endosser une sorte de robot, un exosquelette. Et là, si vous voulez, l'opérateur simulait des actions, faisait des actions. Il avait un retour visuel dans un casque. Et pourquoi on parle de ça ici? C'est parce que c'est la première preuve dans le monde de l'industrie qu'il y avait un gain de dextérité obtenu avec de l'ARA. C'est-à-dire qu'en faisant de la réalité augmentée, l'opérateur était guidé sur un certain nombre d'actions et du coup, ça le permettait. On a vu que les personnes qui avaient fait ça étaient plus efficientes à réaliser les actions réelles par la suite. Donc, c'est les premiers gains obtenus avec de la réalité augmentée. En 2012, il y a eu des systèmes qui ont été un peu plus publics, qui ont été ouverts, avec notamment la notion d'un système de consultation de livres très anciens, mais qui se faisait en réalité augmentée. C'est-à-dire que l'opérateur avait devant lui un écran avec une sorte de caméra et de capteur au-dessus et qui permettait de capter les mouvements des mains et d'effectuer un certain nombre d'actions comme tourner les pages par exemple. Et ça permettait de consulter des livres qui normalement ne sont pas consultables parce que très anciens ou des livres très chers, dorés à l'or et ainsi de suite. En 2013, il y a eu un bond qui a été fait avec les Google Glass qui sont bien connus. Alors les Google Glass avaient l'intérêt, si on regarde, il y a quand même une grosse filiation avec ce qu'on avait avec les iTap de Steveman. Sauf que là, on est sur un produit public, un produit qui a été commercialisé réellement, qui nécessite tout de même encore une connexion à un téléphone.
mais qui permettait de prendre de la vidéo, de prendre des photos, d'envoyer des messages et de commencer à faire un certain nombre d'actions tout en étant en réalité augmentée. En 2015, un nouveau bond, et là c'est Microsoft qui met les pieds dans le plat, avec l'arrivée des HoloLens, qui représentent en fait le premier casque de réalité dite mixte, c'est-à-dire de la réalité augmentée, mais avec quand même quelques éléments de réalité virtuelle aussi. Et ce casque non occultant, équipé de 2 écrans, un écran pour chaque œil, va commencer à introduire dans le domaine de l'industrie encore plus la réalité augmentée. Et puis, bon, on continue avec toujours plus d'innovation. En 2020, on a iPhone qui a fait un pas en avant en ajoutant ce qu'on appelle les capteurs LiDAR sur leur téléphone. LiDAR, c'est l'acronyme pour Light Detection and Ranging. Et c'est ce qui permet en fait à ces téléphones de pouvoir effectuer un scan d'environnement pour pouvoir évaluer les distances. Et c'est quelque chose qui est très utile dans la notion de réalité augmentée. Et ça a contribué au développement de la réalité augmentée dans l'industrie également. Voilà, donc c'est juste faire un petit récap comme ça. J'ai pioché quelques éléments clés. Maintenant, bien évidemment, il y a d'autres éléments qui sont arrivés. Mais voilà, c'est pour situer un petit peu la progression. Alors, si on parle maintenant des bienfaits d'une manière générale de la réalité augmentée. Gartner a effectué une analyse en disant quelles seront les 10 technologies principales qui seront stratégiques en 2025. Et celle qu'on va retenir pour notre cas ici, c'est la synergie entre l'homme et la machine au travers de ce que l'on appelle l'informatique spatiale. L'informatique spatiale, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement pouvoir localiser dans l'espace des objets virtuels. Et on est pile poil dans le cas d'emploi de la réalité augmentée, c'est-à-dire positionner dans un environnement réel des éléments virtuels. Donc, on a d'autres sources aussi qui mettent en avant l'intérêt de la réalité augmentée, puisque en 2017, il y avait eu une réunion qui avait été effectuée à Palo Alto avec des experts, et le constat était que en 2030, les métiers de 2030, 85% des métiers qu'on aura en 2030 n'existaient pas encore en 2017. Alors bien sûr, on n'est plus en 2017, on est en 2025, on s'approche de 2030, mais la raison de tout ça, c'est effectivement le développement des technologies. Un autre fait qui vient des études de Gartner, c'est qu'en 2028, donc c'est demain, après-demain, hein, on va dire, 20% des personnes vivront au moins une fois par semaine une expérience immersive, soit de la VR, soit de la RA, contre moins de 1% 2 ans en arrière. Donc c'est quand même une grosse avancée. Et puis, il faut savoir que la multiplication, l'amélioration des matériels et le développement des écosystèmes, ça va entraîner une augmentation du marché de 170 fois plus importante en 10 ans. D'accord? C'est-à-dire qu'on imagine, Gartner imagine depuis ses prévisions qu'il y aura 1700 milliards de dollars en 2033 contre seulement 10 milliards en 2023, qui concerne en fait l'activité qui tournera autour de tout ce qui est réalité virtuelle et réalité augmentée. Ce qui montre bien l'appétence de l'industrie, mais pas que de l'industrie, pour ces technologies. Donc, le principe de la réalité augmentée. La réalité augmentée ou la RA, si vous voulez, ça consiste à superposer un modèle 3D sur le monde réel et sur quelque chose qui est capté, qui est filmé, par exemple. C'est un principe qui est complètement différent de la réalité virtuelle, puisque la réalité virtuelle, on est complètement immergé dans un monde virtualisé. Là, on est dans un monde réel qu'on vient enrichir avec des informations complémentaires. Pour ce faire, on utilise un système de tracking. Le tracking, c'est une technologie qui permet de déterminer avec précision la position d'un objet virtuel 3D et de l'accrocher sur un modèle qui est filmé, qui est visualisé. Donc,
pour pouvoir faire ça, on utilise ce qu'on appelle un modèle de tracking. Et le modèle de tracking, c'est une copie parfaite qui existe en 3D, donc en éléments virtuels, si vous préférez. C'est une copie parfaite d'un modèle réel. Et le principe, ça va être de superposer ce modèle de tracking, donc ce modèle qui va faire le lien entre le réel et le virtuel. On parlera également de contrôle de conformité, c'est-à-dire le contrôle de conformité, c'est visualiser des éléments, c'est bien, mais pouvoir être capable de pouvoir faire des contrôles pour vérifier si les pièces sont conformes à ce que l'on attend, c'est quelque chose qui sera proposé par la solution qu'on va voir ensemble. Donc on en a parlé, hein, le principe c'est d'enrichir de la géométrie réelle avec de la géométrie virtuelle. Ça peut se faire au travers de lunettes non occultantes, ça peut se faire au travers d'une tablette ou d'un système projectif. Donc on a plein d'outils, plein de solutions pour pouvoir enrichir le monde réel avec des éléments virtuels. Le modèle de tracking, là vous voyez, il est volontairement pas bien positionné. On voit en bleu sur l'image une sorte de cylindre qui n'est pas très bien positionné par rapport à un élément réel qui est filmé. Et le principe du modèle de tracking, c'est donc de superposer ces deux objets et de faire que le tel que conçu, c'est-à-dire le modèle CAO qui a été fait et qui est censé être parfait, eh bien, soit superposé sur le modèle tel que construit, c'est-à-dire celui qui a été réellement fabriqué. Et ce qui va permettre d'effectuer ça, c'est une étape que l'on appelle l'apprentissage, qui permet au système de reconnaître, grâce à l'acquisition vidéo, grâce à une caméra qui va être filmée en direct la vraie culasse, par exemple, eh bien, de pouvoir détecter les contours de cette culasse et de pouvoir superposer dessus le modèle virtuel. Alors, les bénéfices, il y en a plusieurs, hein, bien évidemment, en fonction des différentes méthodes, hein, que ce soit la tablette, le système projectif, les HoloLens 2, d'inspection sur table ou du contrôle mobile. L'idée, c'est de pouvoir gagner en productivité, d'améliorer la qualité, de simplifier la maintenance industrielle, de faciliter l'apprentissage in situ, en situation réelle, et aussi également de renforcer la sécurité, puisque on peut indiquer à l'opérateur les choses à faire, mais également les choses à ne pas faire. Donc, le principe de la réalité augmentée, c'est de se dire qu'on va s'appuyer sur les données qui viennent du bureau d'études, le tel que conçu. On va, en fonction de ça, on va créer des notices que je vous montrerai comment tout ça se fait, bien évidemment, mais on va créer des notices et on va les utiliser sur la chaîne de production. Une fois sur la chaîne de production, l'intérêt, c'est de se dire, oui, c'est bien, mais peut-être qu'il y a des choses qui ne correspondent pas, peut-être qu'il y a des erreurs de qualité, peut-être qu'il y a des erreurs dans l'ordre des étapes qui nous sont proposées et qui viennent du bureau d'études ou du bureau des méthodes. Et on a la possibilité de faire un retour de données qui vient du terrain, et donc un retour de données qui vient du tel que fabriqué, en disant, par exemple, via l'intermédiaire d'un rapport, que tels éléments ne fonctionnent pas ou ne sont pas cohérents ou qu'il vaudrait mieux faire les choses dans un sens plutôt que dans un autre. Donc, en fait, l'idée derrière ça, c'est bien de capitaliser et de mettre en synergie le monde réel avec le monde virtuel. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur du virtuel pour créer les actions dans le monde réel. Et dans le monde réel, on va faire un retour au monde virtuel en disant il faudra optimiser ça. Et là, on est sur une boucle vertueuse d'optimisation des process. Alors, parmi les cas d'emploi, on a l'assistance pour faciliter les tâches à un opérateur. On a le fait de pouvoir l'aider et le renseigner en lui donnant des informations complémentaires. On va permettre à un opérateur de contrôler, d'analyser des objets qu'il va vérifier. On peut lui demander également de réaliser ce qu'on appelle de l'inspection, c'est-à-dire vérifier que des pièces sont présentes ou absentes ou mal montées. Et tout ça, on va pouvoir le capitaliser pour remonter ces informations-là
au niveau du bureau des méthodes, au niveau des qualiticiens, au niveau du bureau d'études. Alors, si on prend certains cas d'emploi, par exemple, globalement, ça va être soit de l'assistance au montage, soit du contrôle qualité. Ça, c'est des exemples types que l'on retrouve beaucoup dans l'industrie. L'assistance au montage, on va guider l'opérateur étape par étape, ou le contrôle qualité, où on va augmenter la fiabilité en diminuant de manière drastique les non-conformités. Au plus tôt on arrive à les détecter, et au mieux, au mieux c'est. Donc, bien évidemment, si une erreur arrive en fin de chaîne, ça peut poser de plus gros soucis. Alors, en parlant de soucis, justement, si on prend une chaîne de production de manière générale, on peut imaginer qu'on va recevoir des pièces d'un fournisseur. Et comment est-ce qu'on va pouvoir vérifier que les pièces de notre fournisseur sont bien conformes à ce que l'on attend? Alors, bien évidemment, la réponse, vous l'avez, c'est en utilisant un contrôle de réalité augmentée. Comment est-ce qu'on peut réaliser des actions? Comment est-ce qu'on peut assurer que des opérations de montage complexes vont pouvoir être assurées? Eh bien, également avec de la réalité augmentée. Quand on a des opérateurs et qu'on veut leur faire effectuer un certain nombre d'opérations, comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit bon du premier coup? Eh bien, en les guidant et en évitant toute interprétation d'un plan papier, par exemple. Là, on va les guider in situ. Pareil, sur une ligne de préparation, une ligne de production, comment est-ce qu'on peut diminuer le temps de préparation? Eh bien, la réalité augmentée peut aussi avoir son rôle à jouer. Quand on a du turnover dans les équipes et qu'il faut former les opérateurs pour travailler, eh bien, plutôt que de leur donner une notice et de les laisser la potasser, on peut également leur mettre à disposition une assistance avec de la réalité augmentée. Enfin, en bout de chaîne, quand nous, on va fournir un produit pour nos clients finaux ou parce qu'on est sous-traitant d'une autre société et qu'on va fournir des produits, eh bien, on va faire un contrôle qualité avant l'envoi. Eh bien, pareil, la réalité augmentée va pouvoir intervenir à ce moment-là. Et puis, pour tous les éléments que l'on a pu voir, on peut avoir des retours faits par l'intermédiaire de reporting qui vont pouvoir être remontés au niveau de l'engineering et on va pouvoir capitaliser ça pour pouvoir optimiser les différents processus. Donc, les risques que l'on peut avoir lorsqu'on n'a pas, bien évidemment, mis en place tout ça, c'est un taux de défaut qui peut être élevé, un manque de traçabilité, des problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement, des retards de livraison et des problèmes liés à la rotation du personnel quand on a des personnes qui sont à remplacer. Alors, avec la réalité augmentée, on va pouvoir préparer les opérations, on va pouvoir faire de l'inspection à l'arrivée, faire de l'assistance au montage, ça c'est ce que je vous disais, faire de l'inspection de pièces unitaires, faire de la traçabilité grâce à du reporting, faire des inspections, c'est-à-dire inspecter la présence ou l'absence d'un certain nombre de composants, effectuer du contrôle qualité, bien évidemment. Et on peut aussi avoir des cas d'usage, comme par exemple se servir de la réalité augmentée, ça c'est un cas d'usage très particulier aussi, pour de l'assistance, comme par exemple des opérations dans un atelier de peinture, par exemple. On verra ces cas-là. Alors, je vous laisse simplement ici, je ne vais pas vous faire de la lecture complète de ce slide ici, mais ce qu'il faut simplement retenir, c'est qu'on gagne en productivité, en qualité, en traçabilité et en interopérabilité parce que si vous prenez un opérateur qui vient regarder une doc papier et qui vient effectuer les informations sur sa machine, il est obligé de quitter les yeux sa machine pour aller regarder sa doc. Alors que quand on est en réalité augmentée, les informations sont directement projetées et affichées à l'endroit où on doit faire un contrôle. Et là, on va déjà, rien que si on parle de ça, on va déjà gagner en productivité. Donc, on a vraiment de gros gains qui sont mesurés par les clients. Alors, en parlant des clients, voici des grands noms qui peuvent vous parler, qui vont vous parler. Bien évidemment, il n'y a pas que des grands noms. La réalité augmentée, c'est aussi utiliser
dans le domaine de l'éducation, dans les écoles. On forme pas mal d'écoles aussi pour que les futurs ingénieurs ou les futurs techniciens supérieurs puissent utiliser la réalité augmentée dans l'industrie. Alors, quelques cas d'utilisation de Delmia. Alors, l'objectif, bien sûr, derrière ça, c'est de vendre plus, de fabriquer plus, de mieux fabriquer avec la diminution des taux d'erreur. Et au final, d'améliorer, si on améliore la rentabilité pour chaque produit construit parce qu'on n'a pas de retour à faire d'erreurs constatées, on gagnera plus au final. Donc ça, c'est la stratégie d'une manière générale, très simplifiée. Ce qu'on va faire pour ça, c'est utiliser de l'assistance à l'assemblage. C'est-à-dire que là, on affiche des informations d'une maquette numérique sur le modèle réel. On peut faire du contrôle qualité, c'est-à-dire que l'opérateur va pouvoir contrôler si la pièce fabriquée est bien conforme à ce que l'on attend. On va pouvoir effectuer de l'inspection, et ce qu'on a dit, l'inspection des équipements, des fournisseurs dès la réception. Et ça peut se faire avec un opérateur qui va lancer une séquence de contrôle avec une tablette, il va tourner autour de la pièce ou de l'ensemble mécanique qui lui a été livré, et il va vérifier si tous les points importants sont cohérents. Et ça permet, avant d'intégrer la pièce d'un fournisseur dans nos modèles, ça permet d'être sûr qu'on n'aura pas de problème de montage un peu plus loin. Ça peut être aussi de l'aide à l'opération de maintenance, guider étape par étape un opérateur pour pouvoir effectuer des opérations de contrôle et de maintenance grâce à une tablette, par exemple, sur son mécanisme ou son ensemble. Enfin, lorsque on veut préparer des modèles pour effectuer soit une opération de peinture, soit une opération de montage, on peut assister l'opérateur en affichant directement les informations sur le modèle. Et enfin, on peut l'intérêt de la réalité augmentée, c'est bien évidemment, on a dit, de superposer du virtuel sur du réel, et on va pouvoir capturer ça et intégrer ça dans du report. D'accord ? On va pouvoir intégrer ça dans des reports, des fonctionnalités de reporting qu'on pourra après partager en interne. Donc là, ce sont quelques images simplement pour montrer des cas d'emploi avec de la réalité augmentée qui est utilisée dans le domaine de l'aéronautique, où on vient avec un système projectif projeter in situ. Donc on détecte les contours du modèle et on vient projeter in situ les informations dessus. Donc là, on a un placement précis. Je donne juste une petite histoire, si vous ne la connaissez pas, c'est que dans le domaine de l'aéronautique, les composants sont fixés avec des aiguilles. Ce qu'on appelle des aiguilles sont des sortes de rivets. Et avant qu'on utilise ce système ici, eh bien, les rivets, il y en a de différentes tailles, et les opérateurs avaient un plan papier, étaient obligés de passer avec une craie, d'entourer chacun des trous en disant, avec une craie de couleur, en disant ça, c'est tel rivet que je dois mettre, enfin telle aiguille. Et puis là, à tel endroit, c'est tel rivet. Donc, il y avait une phase de lecture du plan, de report de ce qu'il disait sur le plan, sur le modèle avec des craies. Ensuite, on faisait l'opération de rivetage, enfin d'aiguillage. Et une fois que c'était fait, il y avait une autre phase qui était le nettoyage de la carlingue. Et bien évidemment, tout ça a disparu avec les systèmes projectifs ici. On a également la possibilité de faire, enfin, quand on a des éléments d'assemblage qui sont complexes, on peut afficher des informations complexes, des informations en réalité augmentée, c'est-à-dire que l'opérateur voit sa machine au travers un écran qui est enrichi avec des informations complémentaires. S'il bouge l'écran ou s'il bouge la machine, les informations restent accrochées à l'endroit où elles doivent être accrochées, et ça permet à l'opérateur de pouvoir effectuer un certain nombre d'actions, d'opérations en étant guidé. Et là, on va vers le bond du premier coup. On utilise la réalité augmentée, par exemple, pour le câblage de harnais. Souvent, la définition de câble de harnais se fait à plat sur une table. Et là, ce que l'on fait, c'est qu'on vient projeter à plat, on vient projeter l'endroit où les câbles doivent être branchés, là où les taurons de câbles doivent être connectés. Donc là, on a des opérations qui sont main libre, puisqu'on est sur un système de projection, et on diminue le risque d'erreur. Là, ici, on est sur un contrôle sur table. Là, on a une pièce qui est filmée par une caméra externe qui donne un retour sur un écran. L'opérateur peut bouger la pièce dans tous les sens
et les éléments restent accrochés sur son écran de contrôle, il voit ce qu'il doit faire, les trous dans lesquels il doit mettre les vis, les choses qu'il doit monter ou démonter, les choses qu'il doit contrôler. Et c'est du contrôle sur table. Donc ça, c'est très pratique sur des pièces que l'on peut vouloir modifier, que l'on peut vouloir déplacer ou bouger, et sur lesquelles l'opérateur doit effectuer des actions de montage, démontage, contrôle. Là, ici, dans ce cas-là, on est en train de faire de l'inspection de support, c'est-à-dire que on a comment dire, une caméra qui vient filmer un modèle et on vient superposer sur ce modèle les données telles que conçues, donc les données idéales, avec les données qui sont captées par la caméra. Et on a deux types de contrôle, soit du contrôle manuel, c'est-à-dire que l'opérateur va regarder et va cliquer sur chaque pièce directement sur sa tablette et va dire « Ok, elle est là, elle est bien montée ». Ou alors, on peut aussi avoir du contrôle automatique que l'on appelle de l'inspection et qui va permettre en une passe de détecter si toutes les pièces sont présentes, absentes ou mal montées. Et là, ça s'appelle de l'inspection. Contrôle qualité, donc là, c'est pareil, quand on a beaucoup, c'est l'image que je vous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire quand on a beaucoup de points à contrôler, eh bien, on peut afficher des informations complémentaires qui vont être localisées in situ. C'est-à-dire que là, l'opérateur, il voit son modèle et le modèle est enrichi avec tous les éléments qu'il doit utiliser. Et si jamais l'opérateur qui fait un contrôle, par exemple qualité, détecte qu'il y a un problème, il va pouvoir capturer ça et l'intégrer automatiquement dans son reporting. Quand on est sur de l'assemblage, on peut également aussi faire des vérifications de qualité, comme par exemple, où est-ce que mes câbles passent? C'est-à-dire que dans le modèle de CAO, on a fait du routage de câbles idéal. Dans la vraie vie, on a routé des câbles et peut-être qu'il y en a qui sont à des endroits mal positionnés, peut-être qu'il y a des erreurs de montage. Et donc, l'intérêt de faire ce contrôle, c'est de vérifier qu'on n'aura pas de problème avec le câblage qui a été effectué. Dans le cas ici, là, c'est un autre cas d'emploi. On veut aider un opérateur. Alors, c'est une table avec un ensemble de fixations qui peuvent prendre des positions toutes différentes. Ici, c'est une sorte de sauterelle. Hein. Et on vient, l'opérateur, aidé par de l'opération, par des actions de réalité augmentée, va pouvoir positionner comme il le souhaite, enfin, comme on attend qu'il le fasse, les différentes sauterelles de manière à pouvoir accueillir comme il faut la pièce qui va être à fixer. Là, c'est sur du contrôle de réception. Donc, on reçoit un train, enfin, du moins un train, un certain nombre d'éléments mécaniques, pardon. Et sur ces éléments, on va faire un ensemble de checks, de contrôle pour vérifier que la pièce reçue est bien conforme à nos attentes et qu'on va pouvoir l'intégrer dans nos conceptions. Dans l'exemple ici, là, on a une caméra qui filme ce que l'opérateur est en train de faire et l'opérateur est guidé, on lui dit ici, tu vas masquer telle zone avec du scotch tout simplement. Ici, par exemple, on va le guider pour effectuer les zones de masquage avant d'envoyer cette pièce en peinture, par exemple. Donc ça, c'est très très pratique parce que au lieu d'avoir un plan papier et d'être obligé de reporter ça sur le modèle, l'opérateur bouge la pièce et il sait directement ce qu'il doit faire. De la même manière, mais au lieu d'avoir toute une pièce peinte et des zones protégées, là, on peut projeter directement les limites de la zone à peindre et l'opérateur n'a plus qu'à suivre ça avec des opérations de masquage, par exemple, des actions de masquage pour pouvoir peindre son modèle. Alors, si je vais vous montrer quand même quelques petits exemples ici et ensuite je vais vous passer sur une démonstration un peu live. Donc là ici on va être sur un modèle. Voilà. Alors je vais faire une petite pause. Le modèle est filmé. Ce que vous voyez là, c'est ce que l'opérateur voit à travers une tablette. Et on a différentes pièces qui sont identifiées puisque l'opérateur doit contrôler que ces pièces sont bien présentes. Donc là, il vérifie et il dit OK, elle est bonne, elle est valide et il leur donne un statut simplement.
Donc, je vais passer un petit peu plus vite pour montrer directement les éléments intéressants. Donc là, on a l'opérateur ici qui voit ces modèles et qui va donner des statuts pour chaque objet qu'il voit. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est que les objets peuvent être cachés par la géométrie. C'est-à-dire que là, vous voyez, par exemple, ici, la pièce qui est derrière ou cette pièce-là, ici, sont cachées par le modèle réel. Donc, dans ce cas-là, si vous avez un contrôle qui est à faire de l'autre côté de la pièce, on indiquera à l'opérateur qu'il faut qu'il aille se déplacer de l'autre côté. Il y aura des petites flèches qui indiqueront à l'opérateur où aller effectuer son contrôle. Voilà. Donc là, c'est un exemple de contrôle qui pourrait être fait sur un modèle. Alors, je vais passer vite fait pour vous montrer aussi un autre système qui est, je vous ai parlé du système d'accroche. Donc là, pour vous montrer le système d'accroche, je vais vous montrer un exemple d'un système projectif. C'est-à-dire que là, on va guider un opérateur en projetant sur un modèle. Voilà, là, on projette des informations. Donc, c'est un vidéoprojecteur à la base, mais qui est plus intelligent que ça, puisque ce vidéoprojecteur, il est équipé d'une caméra qui vient filmer les contours de la pièce et qui va, si on bouge la caméra, les informations se recalent systématiquement. Et ça permet à l'opérateur ici de pouvoir réaliser ses actions de montage ou d'assemblage, enfin d'indiquer les différentes actions qui sont à faire. Vous voyez, si on bouge, hop, les éléments viennent se recaler systématiquement. Donc voilà, ça ce sont quelques exemples. Je vous parlais aussi du contrôle sur table. Je vais vous montrer, voilà, là on a une petite caméra. Cette caméra vient filmer une pièce, on a un retour directement, et vous voyez là, l'opérateur déplace sans aucun problème, et il a un retour graphique, un retour visuel sur les actions qu'il a à faire. Et là, l'opérateur, sur sa tablette, sur son écran tactile ici, va tout simplement pouvoir passer d'une étape à une autre en allant cliquer sur son écran directement. Il va pouvoir passer d'une étape à une autre, voilà, et voir les différents éléments qui l'intéressent pour être guidé étape par étape. Je vais vous montrer également un peu de contrôle ici, un peu d'inspection. Et après, je passerai sur le modèle le modèle en réel. Donc là, ici, là, on est en train de faire de l'inspection et on vérifie que les pièces sont bien présentes ou absentes. Et on vérifie en fait les non-conformités. Donc, pour pouvoir faire ça, voilà, là, on utilise en fait une détection. Donc là, les pièces sont détectées. Vous voyez, hop, là, on voit, là, on a une séparation de l'écran. On voyait les modèles qui étaient avant et après le contrôle. Donc là, c'est un contrôle qui est fait avec une caméra ou avec une tablette. Et là, donc, voilà, hop, au départ, les pièces, je fais une petite pause. Au départ, les pièces, elles sont bleues ici, parce que c'est la couleur qui a été déterminée pour dire elles sont à contrôler. Et quand elles sont contrôlées, automatiquement, hop, si elles sont bonnes, elles passent vert. Si elles ne sont pas bonnes, elles passent rouge. Si on n'a pas suffisamment d'informations, eh bien, elles passent en jaune. Voilà. Et là, l'opérateur peut à chaque fois faire des captures d'écran de ce qu'il voit. Et ces captures d'écran vont venir enrichir automatiquement son reporting pour dire là, il y a un manque, il y a un problème, la pièce n'est pas conforme. Et ça va enrichir son reporting directement. Voilà. Donc ça, ce sont les petites vidéos que je voulais ici vous montrer. Et ce que je propose maintenant, c'est de passer à du live et de vous montrer le mode de fonctionnement. Pour ça, je vais me baser sur un modèle CAO. Voilà. Donc là, j'ai un modèle CAO ici que je tourne en dynamique. Là. Ce modèle CAO, je vais créer des étapes de contrôle. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on crée une étape de contrôle, on n'a pas besoin d'avoir tout. On n'a pas besoin de tout afficher. On va juste dire, moi, ce qui m'intéresse, ça, par exemple, c'est, je vous rappelais, on a parlé d'un modèle de tracking. Ça va être ce qui, pour moi, sera mon modèle de tracking, par exemple. Et je vais définir que ça va être mon modèle de tracking. Et les objets que je veux contrôler, eh ben, on va dire que ma première étape de montage, ça va être par exemple de dire que je veux contrôler le montage juste de cet élément-là. Je vais dire, moi, je ne veux voir que ça.
Voilà. Mon étape, ça va être le montage de ça. Et je vais créer une première étape ici, par exemple. Montage patte. Donc ça, c'est ma première étape. Ma deuxième étape, je vais récupérer tous mes modèles ici. Ma deuxième étape, par exemple, ça va être le montage de ça, ici. OK. Et là, rapidement, je vais prendre ça, je vais créer une deuxième étape. Voilà, montage de ma seconde patte. Donc, voilà. Donc ma première étape, ma deuxième étape. Bien évidemment, on peut enrichir ce qu'on est en train de faire avec de la géométrie. On peut rajouter de la géométrie. On peut rajouter des images. Je sais pas, vous avez peut-être vu tout à l'heure. Alors, on peut rajouter des images. On peut rajouter des informations comme des petites bulles du texte. On peut rajouter tout un tas d'informations ici qui vont permettre d'enrichir les informations ici que vous avez. Et pour chaque étape, eh bien, on va dire à l'opérateur ce qu'il doit faire. Et on va lui dire, par exemple, tu dois faire une opération d'assemblage, un contrôle. On va lui donner une information ou même, pourquoi pas, un avertissement. Attention, zone chaude, attention au sens de montage. Bref, on va pouvoir donner un certain nombre d'informations complémentaires ici. Donc, si je clique, par exemple, sur l'assemblage, je vais dire monter le composant en prenant soin de bien serrer les vis, par exemple. Et vous pourriez ajouter des éléments des pièces jointes. Vous pourriez, on peut changer la couleur de tout ce qu'il y a ici et avoir un texte qui soit un petit peu plus conséquent. Ça, c'est juste du texte tout simple. Après, on peut également mettre un contrôle. Un contrôle, ça va être par exemple vérifier un serrage. Et là, je vais dire ce que je veux vérifier, c'est que ces deux petites pièces-là eh bien, vont bien être serrées. Vérification, serrage, vis. Et donc, quand on arrivera sur cette étape-là, l'étape ici, là, eh bien, l'opérateur il aura un texte qui lui dira monter le composant en prenant soin de bien serrer les vis et il aura un contrôle à faire sur cette vis et cette vis. Donc, ça, ce que je vous montre ici, alors je ne vais pas vous faire toutes les étapes ici, je les ai déjà créées et je vais vous montrer ce que ça donne. Une fois que j'ai créé donc mes étapes, là, je travaille sur un outil qui s'appelle l'auteur. Et maintenant, je vais aller utiliser ce qu'on appelle un player. Mon player, ici, voilà à quoi ça ressemble au départ. J'ai un modèle réel. Et sur ce modèle réel, je vais venir positionner mon modèle virtuel. Vous voyez que je suis en train de bouger ici, là. Et mon modèle virtuel, je vais le positionner à peu près au bon endroit. Et dès que je l'ai positionné comme il faut, ici, je vais lui demander, alors là, je le positionne à peu près, hein, c'est un premier positionnement, je vais lui dire de s'accrocher dessus. Je vais lui demander, accroche-toi sur ce modèle-là. Et à partir du moment où vous avez fait ça, on va pouvoir créer, donc on est en train de faire ce qu'on appelle un apprentissage pour apprendre au système à reconnaître les arêtes et les contours et à les superposer avec ce modèle. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir lancer notre séquence de contrôle. Cet apprentissage, il est fait qu'une seule fois. Je vais sortir de là pour vous montrer un petit exemple ici. Et je vais créer donc une nouvelle étape. Donc, je crée un ordre de travail, démo, on est le 19/06. Donc là, j'ai une gamme et je vais créer mon ordre de travail. C'est-à-dire si j'en ai 50 à faire, j'ai 50 pièces à contrôler, j'aurai 50 ordres de travail à faire. Donc là, j'arrive ici sur mon modèle. Voilà. Et donc, quand je suis ici, alors je vous montre quand même l'accroche ici, vous voyez, ça c'est le modèle tel que filmé, et ça c'est ce qui est superposé par-dessus. Donc, moi je vais masquer ici mes éléments, et là vous voyez, on est sur notre première étape, où notre première étape c'est ici le montage de ce composant. Donc là, on filme bien et on vient enrichir avec un élément virtuel avec en direction une petite flèche que j'ai rajoutée
pour indiquer la direction de montage. Et là, l'opérateur, je vais cliquer ici mes différents composants et je vais dire, OK, ce composant, il est conforme, ce composant, il est conforme, ils sont bien serrés. Vous voyez, c'est les vérifications du vissage dont on a parlé tout à l'heure. Une fois que j'ai fait ça, je me dis, c'est bon, je peux valider mon étape et je peux passer à l'étape d'après. L'étape d'après, là ici, c'est le montage ici de cette deuxième petite patte. Okay. Donc, moi, avant de passer à cette étape, puisque je suis dans la vraie vie, je vais d'abord monter ma première patte. Parce que ça, c'était ce qu'on était en train de faire ici. Je monte ma première patte. Et une fois que ma première patte elle est montée, donc que j'ai validé ça, je vais passer à ma deuxième patte. Et la deuxième patte, donc, on vient la monter. L'opérateur sait exactement où aller la mettre. Et là, on va monter cette petite patte. Et une fois qu'elle va être montée, l'opérateur va dire, OK, je serre les éléments. Et là, pour vous montrer, je vais dire que j'en ai un que j'arrive pas à serrer comme il faut, par exemple. J'en ai un qui a une main en rouge et l'autre que j'ai mis en vert. Là, je vais faire une petite pause simplement, et parce que je dis que j'ai un problème de fixation ici, et je vais cliquer sur le petit icône qui est en haut, la capture d'écran. Et ça va venir enrichir mon rapport. Là, ici, ça va venir enrichir mon rapport. Donc, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je dois faire? Il va falloir que je monte mes câbles. Et pour monter les câbles, eh bien, je vais passer à l'étape d'après. L'étape d'après, on va m'indiquer que je dois commencer par monter le câble rouge ici. OK, bon, là, je dois monter mon câble rouge. Donc, je positionne à peu près mes câbles et je vais commencer à fixer ce câble rouge directement. Donc, je vais le fixer ici. Donc là, c'est vraiment en live une opération ici. Et vous voyez qu'on retrouve la petite image que j'avais positionnée tout à l'heure. On la retrouve ici, elle est accrochée. Donc, si l'opérateur avait à chercher une pièce avec une référence, il pourrait retrouver la référence et l'image de la pièce qui doit monter. Bon, là, tout est accroché, mais voilà. Donc là, on voit que quand je déplace le modèle, tout suit. Tout mon modèle suit à chaque fois que je le déplace. Donc là, ça c'est fait, j'ai monté mon câble rouge. Je vais monter maintenant mon câble vert. Donc là, je passe à mon étape 2. Le câble vert doit être monté ici. Donc là, j'élimine les risques de montage à l'envers, par exemple, de mes câbles. Voilà. Et là, je vais accrocher mon câble comme il doit être accroché. Donc là, je suis vraiment guidé in situ. Une fois que j'ai terminé de faire mon câble vert, donc je vais cocher cette étape. Alors c'est important parce que si je devais m'arrêter aujourd'hui pour pouvoir faire la suite, je peux, par exemple, c'est la pause de déjeuner, je m'arrête. Quand je reprends, je sais que je me suis arrêté là et je peux reprendre mes phases. Ou si quelqu'un d'autre fait la deuxième partie du contrôle, eh bien, ou de l'opération de montage, il saura exactement où je me suis arrêté. Voilà. Et donc là, on a notre assistance pour que l'opérateur sache où aller mettre ses câbles. Voilà. Donc là, j'ai effectué le montage de mes 3 câbles. Alors après, je vais avoir besoin de monter, par exemple, ici, alors là, je vais vous montrer ici pour la suite. Je vais avoir besoin de monter ma petite équerre. Donc là, j'ai une équerre à monter avec des vis et autres. Alors, pas facile avec d'une main de tenir la caméra et avec l'autre main de déplacer les objets, mais bon, j'essaye quand même. Donc là, j'attrape les composants ici. Voilà, et je vais venir positionner les éléments comme ça m'est demandé ici. Donc là, je vais aller fixer les éléments sur le côté. Voilà. Et là, je fixe. Bon, alors, je vous passe toutes les vis et les rondelles ici. Voilà. Et là, en fait, je fixe et on retrouve bien les informations qui sont localisées en lieu et place. Okay. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais vous montrer maintenant
Donc là, on a pu voir l'intérêt de la réalité augmentée pour l'aide à l'assistance au montage. On peut aussi également faire ici des captures d'écran pour enrichir ce qu'on est en train de faire. Mais vous pouvez Sylvain, aussi avoir… il nous reste 5 minutes, Sylvain. Il nous reste 10 minutes. Avec les questions-réponses. Donc ici, ce que l'on peut faire également, c'est d'aller sur du contrôle, ce que l'on appelle du contrôle de couleur. Est-ce que mes câbles, je les ai bien mis avec la bonne couleur? Et là, ce que je vais vous montrer, c'est du contrôle, ce qu'on appelle du contrôle automatique, c'est-à-dire que je vais laisser le système vérifier si les câbles que j'ai mis sont dans le bon ordre. Donc là, je vais laisser en fait le système ici. Je vais laisser le système détecter. Alors, je vais me remettre ici avec mes 3 câbles ici, là, comme ça, par exemple. Je vais me remettre ici avec mes 3 câbles. Voilà. Et je vais demander au système de détecter si les câbles sont bons. Et donc, on a la possibilité ici, nous, de forcer la détection ici, si jamais il y a quelque chose qui n'est pas correct. Mais ce qui est intéressant, c'est que si jamais moi, je change l'ordre, par exemple ici, normalement, c'est rouge, vert, bleu. Si je m'amuse à changer l'ordre pour le mettre dans un autre sens, au niveau de mes câbles ici, et que je refais donc pour vérifier, simuler une erreur. Hein. Donc là, je vais le positionner un peu différemment. Hein. Et si là, je lui demande de rejouer l'analyse de ça, bah, lui, il va me détecter que le bleu, il est bon, parce que c'est bien là où il doit être, mais il va me détecter qu'automatiquement, ces 2 câbles-là ne sont pas conformes parce qu'ils ont été montés à l'envers. Et ça, je vais pouvoir enrichir mon reporting pour ça. Donc, vous pouvez utiliser de l'inspection pour faire ce genre de contrôle, pour faire ce genre ici de contrôle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, une fois que vous avez terminé de faire vos opérations de contrôle ici, une fois qu'on a effectué nos différentes opérations de contrôle, eh bien, on va pouvoir, voilà, là, par exemple, là, j'ai contrôlé que ma pièce était automatiquement conforme, que cette pièce était bonne. D'accord? Je suis allé cliquer nulle part, j'ai fait un contrôle automatique. Et il m'a dit c'est conforme. Et là, je peux capturer ça. Et j'ai terminé ma fiche de contrôle. Maintenant, si on veut regarder à quoi ressemble un rapport, je génère un rapport. Dans mon rapport, on va retrouver toutes les étapes de contrôle que j'ai pu générer. D'accord? Donc, on va retrouver toutes les étapes avec ce qui a été contrôlé, ce qui n'a pas été contrôlé. Là, ça, c'est un résumé. Ici, c'est l'ordre de travail avec mes vis ici. OK, là, le vissage qui est OK, qui est correct. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais retrouver ici mes images, les captures que j'ai faites. Les différentes captures que vous avez faites vont être dans votre rapport. Et alors, bien sûr, quand on parle du rapport ici, toutes les images que vous faites, vous avez sur l'éditeur la possibilité de faire de faire par exemple un bullage ici, de rajouter un certain nombre d'informations, la pièce, d'accord, des éléments complémentaires. La pièce contrôlée est correcte, par exemple. Et donc là, ça va enrichir tout ça, ça va enrichir mon rapport. Voilà. Donc ça, c'est une démonstration en live de ce que je voulais vous montrer, de la réalité augmentée. Je vous propose effectivement de basculer sur la partie questions-réponses, si c'est bon, Sébastien, pour toi. Ah, Sébastien, ton micro est coupé. Pardon, merci Sylvain. Dans le timing, Gilles, les questions? Oui, j'ai une première question. Faut-il un modèle 3D pour faire de la réalité augmentée? Alors oui, nécessairement, on va avoir besoin d'une géométrie 3D puisque c'est ce qui va enrichir, c'est ce qui va permettre de faire le lien entre le modèle réel et le modèle virtuel. Après, quand on enrichit la vue que l'on a, on peut l'enrichir avec du 2D, on peut l'enrichir avec des images, on peut l'enrichir avec du 3D, mais il nous faut un modèle 3D.
ça peut être un modèle qui vient de la CAO, mais ça peut être aussi un modèle qui a été scanné avec un scanner 3D, notamment quand on veut faire de la maintenance ou des actions sur des vieilles machines et qu'on ne dispose pas de la CAO. Si ça a été scanné en 3D, on peut se servir de ça, sous réserve que le scan soit quand même assez réaliste, évidemment. Ok, merci. Je n'en vois pas arriver d'autres pour le moment. Donc, précision, hein, vous utilisez bien votre onglet questions. Donc, les questions se posent par écrit. J'en ai une qui vient d'arriver. Oui, vas-y. Alors, j'en profite pendant que les questions arrivent. Nous organisons sur notre agence de Toulouse, dans les locaux d'Asso Systèmes qui sont juste à côté des nôtres, une démonstration le 10 juillet en physique, hein, dans les locaux de Dassault, avec des solutions projectives, des solutions tablettes sur la Delmia Augmented Services. Donc, c'est le 10 juillet de 14h à 16h30. Donc, vous avez le lien qui est inscrit ci-dessous. Donc, voilà, l'occasion de rencontrer l'équipe qui pilote et qui développe les outils de Delmia Augmented Experience et justement de voir en vrai des actions d'aide au montage avec des systèmes projectifs et des contrôles qualité, comme vient de l'expliquer Sylvain. Et on finira par un événement en réalité virtuelle cette fois, pour associer un peu de plaisir à l'activité professionnelle dans une salle EVA en fin d'après-midi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Gilles. Oui, combien de temps faut-il pour monter en compétence sur la solution? Alors, notre objectif chez Visiative, c'est non pas de développer une solution à façon qui va être valable uniquement pour un projet, mais c'est bien de rendre nos clients autonomes à 100%. Et pour les rendre autonomes, la formation a une durée de 2 jours. C'est-à-dire qu'en 2 jours, on fait à la fois l'installation, l'apprentissage de comment l'outil fonctionne, et on commence à regarder un projet client. C'est-à-dire qu'au bout de 2 jours, vous savez utiliser la solution et vous êtes autonome pour pouvoir créer vos propres projets. Donc 2 jours. Ok, merci Sylvain. Je ne vois pas arriver d'autres questions. Merci Gilles, merci Sylvain, merci à tous encore pour vous être connectés sur ce webinaire. Nous espérons vous avoir apporté un premier lot d'informations. Et puis, évidemment, nous sommes disponibles, Sylvain et moi-même, pour répondre à toutes vos questions. Si jamais, par le futur, il y a un intérêt, moi, Gilles, on envoie la présentation? Non, c'est pas prévu. On enverra le lien vers le replay. Ah, vers le replay. OK, ça marche. Ouais. Et vous aurez nos coordonnées pour nous contacter sur des questions complémentaires. Merci à tous. Nous étions le dernier rempart avant la pause déjeuner. Je vous souhaite un bon appétit et une très bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.